Chers amis, nous y sommes. Je vais rester debout. Altesse, Monsieur le directeur des affaires culturelles de la Principauté, chers amis philosophes, chers amoureux des philosophes, chers amoureux de la philosophie, chers apprentis philosophes, chers amis tout court, bienvenue. Bienvenue au terme de ces rencontres de la philosophie de Monaco. Bienvenue au terme de ce colloque. C'est une sorte d'apothéose, une apothéose en 2 temps ce soir. Dans quelques instants, ce sera la remise des prix du 2e colloque des rencontres philosophiques de Monaco. Mais avant cela, eh bien, nous avons décidé de vous proposer une sorte de mise en bouche, puisque le thème du colloque 2017 était la conversation. Nous avons cru judicieux, et peut-être nous trompons-nous, nous allons le constater empiriquement, nous avons cru judicieux de converser autour de la conversation. Car, je m'assois, car les convives réunis autour de cette table, Ali Ben Makhlouf, philosophe, spécialiste de Montaigne, qui a publié un livre sur la conversation en 2016, Mademoiselle, sa voisine, dont je ne veux pas écorcher le beau prénom Myriam Koreshi, philosophe et metteuse en scène, Monsieur Toby Nathan, ethnopsychiatre, Madame Hélène Leuillet, philosophe psychanalyste, et enfin Monsieur Vincent Delcroix, philosophe, semblent converger vers un sujet possible de conversation, c'est-à-dire la conversation. Voilà. Et bien c'est parti. Ça ne se décrète pas. On donne. Faisons comme si nous avions commencé depuis longtemps. Depuis Platon, nous sommes allongés. Oui, donc c'est un banquet. C'est un banquet. Et je pense que la première chose qu'on aura tendance à dire, c'est que justement la conversation n'est pas exactement de l'ordre du banquet, où elle doit se différencier d'un certain nombre d'autres pratiques dialogiques de la parole. J'imagine. Mais je ne voudrais pas monopoliser tout de suite la parole parce que... Non, parce que vous le ferez plus tard. Oui, vous êtes connu pour ça. Mes compagnons s'épuisent d'abord. Oui. Ali Ben Makhlouf, vous allez vous épuiser. Je le sens. En français, en marocain, en anglais peut-être, pour parler d'Alice au Pays des Merveilles. Oui. Et alors, est-ce qu'on va revenir sur les conversations qui ont été les thèmes de ce colloque sur la conversation, mise en abîme, au carré? Avant cela, je vous propose... à tout le monde. Oui, mais c'est plus mais surtout à nous. Vous avez un verre de... Voulez-vous plus de thé? Voulez-vous quoi? Plus de thé. Oui, Alice. Alors, elle dit, mais comment puis-je en avoir plus? C'est le lièvre de Mars qui lui propose plus de thé. Et elle dit, comment puis-je en avoir plus, puisque je n'en ai pas encore eu. Et elle répond le chapelier fou intervient, comme là, Toby Nathan qui commence à rire, j'espère pas ricaner quand même. Et donc, le chapelier fou lui dit, mais vous voulez dire comment vous pouvez en avoir moins? Parce qu'on a toujours plus que rien. Alors quand je vous propose plus de thé, vous pouvez dire oui. Santé. Oui, parce qu'effectivement, l'heure du thé, c'est toujours 6 heures dans Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on a battu le temps, et comme on a battu le rythme, le temps s'est vengé en s'arrêtant. Alors moi, je souhaiterais qu'on arrête un peu le temps pour que ce soit le temps de la conversation pendant ces quelques temps. Elle l'arrête, elle est silencieuse, elle converse. Elle sourit. Oui, il y a toujours besoin d'un temps. Si on donne le temps à la conversation, il faut toujours un temps pour chercher ses mots. Si on n'est pas, Maligne. Si on n'est pas au théâtre. Mais où sommes-nous? Mais, enfin, franchement, non, mais est-ce qu'on est en intimité? Est-ce que vous nous trouvez dans une situation d'intimité? Parce que la conversation, pour moi, c'est quand même... Il y a un présupposé d'intimité. C'est assez intime, non? C'est chacun comme il veut. Hein. Oui, bien sûr, Toby Nathan. Ouais, enfin, pour moi, la conversation, c'est parler pour rien. C'est parler pour rien. C'est ça, la conversation. C'est parler pour rien. C'est-à-dire, moi, je viens d'un pays où on disait, on s'assoit pour passer le temps. C'est joli. Oui, pour passer le temps. C'est-à-dire pour que le temps passe. C'est pas pour passer le temps, c'est pour que le temps passe et que la conversation permet que le temps passe et qu'on ne le sente pas passer, justement. Et donc on s'asseyait et on disait « Ah, c'était bien parce qu'on n'a pas senti le temps passer. » Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas le problème. Hein. C'était juste pour laisser passer le temps. Ça, c'est une conversation. Et ça, c'est une bonne conversation. Et après, quand on se quitte, on dit « Ah, l'assise était agréable. Ah. C'était tellement bien d'être assis ensemble. » Quoi. Voilà.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, c'est tout à fait secondaire. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec mon collègue, j'ai oublié son prénom. C'est pas grave. Il a l'habitude. Vous l'oublierez de toute façon. Non, pas du tout. Les prénoms, je les grave. Il s'appelle Vincent Delcroix. Vincent. Et ben, mon collègue Vincent qui disait, c'est pas du tout comme un dialogue platonicien ou des choses comme ça. C'est pas du contenu, c'est de l'être ensemble, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est du lien. C'est la conversation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais te le dire, Oui, dis. normalement, nous sommes des singes. Et les singes, c'est pouilles. Mais comme on sait qu'on n'a plus de poux et qu'on n'a plus de poils pour mettre nos poux, alors à la place de ça, on parle, en fait. Voilà. C'est assez marrant, ça, d'accord. Oui, tout à fait, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, parce que dans le dialogue, en fait, on progresse en disant non. Oui. En se formulant On des parle pour ne rien objections. dire, mais quand même dans le micro, hein, c'est Oui, mieux. c'est ça. Oui, quand même. Non, mais oui. Hein? On se formule des objections. En fait, quand on essaye d'avoir une conversation, on se dit oui, moi aussi. Même si, en fait, Oui. on ne dit pas la même chose, hein, à vrai dire. Mais c'est comme si on créait le lien en décidant d'aller un peu dans le sens de l'autre. Alors, évidemment, ce qu'on montre, c'est quand même une parole différente. Parce qu'on y va avec soi-même, justement, hein, avec sa propre vérité. On laisse un peu tomber le semblant. Mais c'est pour ça qu'il faut un peu de temps. On s'installe dans le temps. Là, ça fracasse la conversation. Ça fracasse, ça fait que tout tombe par terre. Si tout d'un coup on se met à dire des choses Sérieuse? sérieuses, Oui. ou alors qu'on parle de soi, Ah bah, je suis on pas se met à d'accord. parler de soi, ou alors qu'on parle de suis pas d'accord. politique, ils mettent tout par terre. Ah bah, là, je C'est suis pas mettre tout d'accord. par terre. Non, c'est vrai? C'est pas vrai? Ah bon, d'accord. pas d'accord. Bon, en tout cas, moi je crois que la conversation, c'est une tentative aussi. D'abord, c'est vrai que c'est exactement, c'est pouillé. Hein, Un épouillage affectif, C'est un moi épouillage. j'adore. C'est un Alors, épouillage. un épouillage qui crée du lien, D'abord, j'adore. c'est ça, Attends, du je peux. point de vue. Et s'asseoir. Hein? Et s'asseoir. Non, parce que vous savez, il y a un vrai problème, c'est qu'on est des singes, mais qui avons perdu l'odorat et qui l'avons remplacé par la vision. Alors on regarde les gens et puis on commence à discuter avec lui et puis on les écoute. Alors que les singes, ils se reniflent et ils se touchent. Nous, on fait ça, mais quand il n'y a plus de lumière, c'est à ce moment-là qu'on fait ça. Mais c'est tard dans la nuit qu'on fait ça. Merde, pardon. Mais je voudrais revenir à ce terme d'assise, parce que nous asseyons pour converser, justement. Nous nous asseyons pour converser. Oui. Vous parliez d'assises. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un meuble qui s'appelle conversation. Comment il a eu? C'est un meuble qui est en forme de S pour qu'on se retrouve face à face. Et je me suis posé la question si on pouvait converser à plusieurs. Et en fait, il y a un autre meuble mais qui s'appelle indiscret. Et on change de registre. Indiscret. Indiscret, pardon. Et donc là, pardon. c'est vraiment la situation de poser la question si on peut converser à plusieurs déjà, nous tous ensemble, et en outre, face à un public. Je pense qu'on converse toujours à plusieurs parce qu'il y a déjà plusieurs personnes dans notre tête. Surtout chez vous, chacun est une Ali. société. Surtout chez vous, Ali. Chez moi, bon, Vous êtes peuplé. je suis Vous êtes peuplé. nombreux, Peut-être. nombreux. Mais je ne suis pas le seul à le dire, mais je pense que plusieurs personnes dialoguent dans notre tête, nous dialoguons avec plusieurs personnes. On a souvent tendance à penser que la société, c'est un peu un cadre matériel extérieur, et puis que nous sommes face à la société. Mais en fait, la société est dans l'esprit, c'est ce qui fait une société de discours comme la nôtre. Et donc moi, je trouve que nous ne sommes justement pas assez, à 5, 6, à converser. Moi, je converse tout aussi bien avec les perles, les corbeaux. Ils sont plusieurs. Allez, oui, les corbeaux, les merles, voilà, ça, je reviens. Les Parce que perles, Alice- les perles, c'est ça. Le perle a été transformé en merle. Les merles, voilà, Non. les pères et les mères, et puis les merles et les perles. Et ben voilà. D'accord. Ben voilà. Non, mais parce que Alice considère qu'un des meilleurs relais de la conversation, c'est d'accepter les homonymies.
Et donc, quand vous acceptez les homonymies, vous êtes libéré de chercher le sens de ce que vous voulez dire. Comme vous disiez tout à l'heure, Toby Nathan, qu'on s'assoit, on parle, vous avez dit on passe le temps, moi je dis qu'on le tâte plutôt qu'on le passe, hein, une petite expression de Montaigne, on tâte le temps, il y a quelque chose d'agréable, qui fait un peu la civilité. Eh bien, en tâtant le temps, finalement, on oublie un peu ce qu'on voulait dire, et c'est très bien, et les homonymies s'invitent, parce que les homonymies, c'est sonore, et comme c'est sonore, ça nous rappelle à la matérialité des voix, à ce qu'on dit, peut-être, c'est vrai, mais pas parce qu'on cherche à partager un sens, mais plutôt parce qu'on cherche à se faire comprendre. Et puis, comme les homonymies, on dit, mais qu'est-ce que tu veux dire elle ou elle, A-I-L-E ou elle, 2-L-E, etc. Et puis, à partir de là, ça relance. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les homonymies, mais je ne pensais pas que j'allais faire cette homonymie, justement. Elle s'improvise de manière impréméditée. La psychanalyse dirait peut-être pas ça, j'en sais rien. Hein. Perle, merle, Moi, je crois que jeu de langage. il y a C'est des vrai, jeux de langage, ça fonde il y a la un peu de conversation. bavardage, hein, le bavardage, c'est dire un peu n'importe quoi, mais le problème, qu'on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Et il me semble que la conversation, c'est les conditions du bavardage, comme ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir des conversations qui sont très graves, qui sont très sérieuses, où on peut être bouleversé, mais parce que ça donne les conditions du lien. Et là, à ce moment-là, on peut bavarder, on peut s'amuser. Il y a forcément sans doute un temps de bavardage dans une bonne conversation. Parce qu'une bonne conversation, ça prend du temps, ça change de registre, on peut parler des mères, on peut parler n'importe quoi, mais dans la mesure où on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, la conversation, c'est ce qui nous donne, comme ça, cette assise, oui, ce lieu, il y a des conditions, et ça, c'est quand même presque solennel. Et ça peut quelque chose peut-être un peu nocturne. Saint-Simon vous donne raison, il dit que quand on converse... Chouette. Alors vraiment, oui, que dit Saint-Simon? Eh bien, il dit que quand on converse, on commence par des choses indifférentes, Oui. que Hélène Leuillet appelle bavardage. On doit aussi finir par des choses indifférentes pour sauver la bienséance. Et entre-temps... La densité Oui, et le jeu. voilà. Et donc, pas le bavardage quand même. Sinon, on aboie à la lune. Non, j'aime bien. Et puis alors là, on reste dans l'artifice, le superficiel, parce que le bavardage peut tourner à la joute, à la joute. Et alors, une conversation, c'est pas censé être un peu nerveux ou un peu musclé ou un Oui, peu... musclé, un mais peu... On compare ça à un jeu de ping-pong ou un jeu de paume. Qui C'est pas seulement un jeu, c'est un match. Ah oui, c'est Montaigne, c'est votre Montaigne. On décider parce que dans une bonne partie des conversations, ça finit effectivement par une joute verbale. J'en sais récemment quelque chose. Racontez-nous. Pardon? Racontez-nous votre conversation, Non, pugile. non, certainement pas. Mais il y a toujours... Enfin, c'est magnifique de dire que c'est un jeu, mais il y a aussi une rivalité. Un jeu avec un enjeu? Bah, évidemment. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je sais pas. Sinon, tester des rapports Creuser. de force. Creuser. On n'est pas du tout dans une harmonie comme ça, préétablie. Ah bon? Mais regardez comment circule la parole. Elle se prend, elle se donne pas, elle se récupère, on attend. Elle est tennistique, vous voulez dire? On peut se couper la parole, il me semble. Dans le débat et le dialogue, il faut respecter, chacun son temps. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui est plus que l'autre. Tandis que dans la conversation, on peut se couper la parole, on se comprend à mi-mot, on rebondit. C'est pour ça que c'est un temps indéfini, le temps de la conversation par rapport au dialogue, par rapport à la communication, au débat, etc. C'est un temps indéfini, puisqu'on n'attend rien d'autre que la poursuite de la conversation. On est sage, non? Non, mais Hein? Est-ce qu'on est sage? Non, mais toute la question, c'est qui est-ce qui vous écoute, quoi. Alors, oui, c'est-à-dire que... non, parce qu'en France, il n'y a personne qui vous écoute. Ah bon, vous avez décrété ça comme ça? En France, je c'est... vais m'expliquer. Ah bah oui. Une seconde, je m'explique. Oui. On a tout le temps, puisqu'on a tout le temps. On a le temps de la... On a tout le temps. Ah bah oui, la montre est arrêtée à 6 heures. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de non-humain qui vous écoute, alors vous pouvez dire des choses graves et vous pouvez les dire sans craindre des événements. Moi, j'ai vu des endroits, je me suis un peu promené dans ma vie, j'ai vécu en Afrique beaucoup, j'ai vécu au Moyen-Orient, je suis allé un peu partout, mais pas partout, mais beaucoup, enfin. Et je me suis rendu compte que souvent les gens se taisent quand ils sont ensemble, ils se taisent ou ils mangent de la confiture, ce qui est quand même... Où ça? En Égypte, on mange de la confiture quand on est ensemble.
on fait des concours de confiture. On fait des concours de confiture même. Les dames se retrouvent l'après-midi et elles sortent leur confiture et prennent les confitures comme ça. Lentement. Et disent ah ouais, elle est bien ta confiture de rose. Ouais. Et donc après, elles posent la cuillère de la confiture dans le verre d'eau parce qu'on ne laisse pas une cuillère comme ça pleine de confiture. Donc on la met dans le verre d'eau. Et puis elles font attention à ce qu'elles disent parce qu'il y a des gens qui les écoutent, quoi. Il y a des gens, pas des personnes. Des puissances. Des puissances. Mais des puissances. Et d'ailleurs, toutes les paroles sont traversées par si Dieu veut, si Dieu m'entend, que Dieu me pardonne, que Dieu excuse ce que je viens de dire, etc. Et toutes les paroles sont entrecoupées de ça parce qu'il y a plein de puissances qui nous entourent. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention aux paroles qui sont dites parce qu'elles ont des conséquences. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, on a des gens qui ont des statuts dans la conversation, quand c'est comme ça. Alors, je vous disais que j'étais en Afrique, j'ai vécu 2 ans en Guinée, c'était mon dernier séjour africain. Il y a des personnages qui s'appellent les jelly. Jelly, ça veut dire... Jelly, c'est la gelée en anglais. Ouais, mais c'est pas en anglais. La confiture, là. Oui, d'accord. C'est pas en anglais, c'est en mandingue. Et en mandingue, jelly, ça veut dire griot. Et donc, un griot, c'est quelqu'un qui parle pour quelqu'un. Et il parle pour quelqu'un parce qu'il sait la force d'une parole publique. Ici en France, où on dit, là, au moins, on a peur, parce qu'une parole publique, ça a des conséquences, quoi. Parce que vous dites un truc, les gens vous écoutent, des forces vous écoutent, il vous arrive des catastrophes après, ou il vous arrive des choses bizarres. Ça, c'est à ce moment-là, ça donne des règles de conversation qui sont très particulières, et c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on parle, ne rien dire. Et manger de la confiture. Et manger de la confiture. Ah, Vincent. On ne parle pas la bouche pleine, normalement. Oui, c'est vrai. On ne parle pas non plus de corps dans la maison d'un pendu. Alors ça, j'aime bien la phrase, mais je la comprends. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi non plus. Ça veut dire qu'il y a des conditions de parole, dont parlait tout à l'heure Hélène Leyer, qui font que, effectivement, pas des interdits, pas des tabous, mais des règles, effectivement. On ne parle pas de corps dans la maison d'un pendu. C'est que les mots ont une atmosphère. Il n'y a pas simplement la suite des mots de manière sérielle, mais il y a leur poids et comment elles résonnent. Et effectivement, si vous me dites que je vous parle de ma mère et que je vous dise qu'elle était sénégalaise et que vous me dites « Ah oui, comme vous l'avez présentée, c'est vrai qu'elle est noiraude », eh bien ça, c'est parler de corps dans la maison d'un pendu. Parce que ça veut dire quoi, noiraude? C'est finalement un peu une attaque, ça me met dans une atmosphère où je vais commencer à me dire est-ce que vous êtes raciste, etc. Parce que noiraude, c'est pas noir. C'est ça, ne pas parler de corps dans la maison d'un pendu. Et voilà. C'est mignon ce qu'il dit. C'est mignon. Mais non, je ne suis pas là comme un peu exotique devant vous. Pourquoi vous disiez que c'est mignon ou pas? Non, c'est mignon. Non, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon parce que... Non, j'ai dit des choses très graves qui ne sont pas mignonnes. C'est ramener ce que j'ai dit qui avait une force particulière à quelque chose qui est banal. Alors je dis c'est mignon, mais ce que moi j'ai pas parlé de banalité, j'ai parlé de racisme. La conversation se tend, la conversation se muscle, s'innerve, s'énerve bientôt, et pourrait tomber dans la disputation. Oui, forcément, ça peut tomber dans la dispute, parce que si on est intimidé par effectivement des puissances qui nous écoutent, on peut plus se permettre la liberté de la conversation. Peut-être ça aussi qu'Ali essaye de vous faire entendre. C'est-à-dire que la conversation, ça suppose qu'on se permette une liberté contre toutes les contraintes qui pèsent sur nous. C'est pourquoi la conversation, elle est rare, au sens presque étymologique du terme. Elle crée de la rareté, elle crée une respiration, elle crée un peu de vide, parce qu'on se permet des choses... On converge. Qu'on ne se permet pas dans un dialogue, où ça ne permet pas avec les puissances qui pèsent sur nous. On se permet un peu de liberté par rapport à toutes ces contraintes. C'est pas un exercice exceptionnel comme la conversation. Moi, je trouve
aujourd'hui, on a Des plus de temps. conversations, on en a 45 par Ah bah, jour, vous avez et de en la particulier chance. au comptoir du Café du Commerce. Ah non, non, Vous avez de la chance de boire un c'est café. l'une des dernières niches écologiques de l'homme. Oui. Je suis d'accord avec Hélène, c'est très très important, c'est une niche écologique. Je dois donner un autre exemple, plus ludique, parce que l'autre attendu, en fait, la dispute, c'est plus du tout la conversation. C'est dans Alice au Pays des Merveilles, à un certain moment, elle a... Dis donc, elle perd son sang-froid. Oui, voilà. Et c'est plus de la conversation. Never lose your temper. Never. Never lose your temper. Alors, à un certain moment, elle a tellement pleuré qu'il y a eu une mare... Une flaque. Voilà, dans laquelle elle est finalement tombée. Quand elle a rapetissé, elle faisait plus que 10 cm, et elle rencontre une souris de même taille qu'elle. Et elle dit, mais comment on s'adresse à une souris? Peut-être que... Comment je vais me faire comprendre? Ô souris, d'une souris, elle s'est souvenue de la grammaire latine de son frère, où on décline, ô souris, d'une souris à une souris, et puis la souris ne réagit pas. Et à un certain moment, elle dit, ah oui, mais il y a aussi, en dehors de la grammaire latine, il y a chez mon frère le français, et alors je vais lui dire, où est ma chatte? Et là, la souris réagit. C'est ça, parler de corps dans la maison d'un pendu. Si vous parlez à une souris d'une chatte, eh bien, elle se sauve. Oui. Mais ça, Voilà. c'est une traduction. C'est beaucoup plus drôle en traduction. C'est beaucoup plus drôle en Dans votre traduction, Ah oui. chère Alice. Ça, c'est pas sûr. Ah oui? Bah, je connais pas le texte original. Et regardez comme ça s'est apaisé entre vous, le rire, de l'effet de dissolution, de la nervosité et du début de lire par le rire. Vous avez désamorcé cette petite... hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'était pas Pas sûr? Qu'est-ce qui n'était pas apaisé? Moi, je trouve que la situation, elle est apaisée, puisque les enjeux sont minimaux, en fait. Nul. Non, c'est pas nul. Ah bon? Ils sont minimaux. Les enjeux sont minimaux, ils sont juste des enjeux de prestance, en fait. Parce que justement, il y a des gens qui nous écoutent. Et on est dans une situation, on est typiquement dans la situation de la conversation. C'est-à-dire que on est ensemble, mais il y a des forces qui nous écoutent, des gens qui nous écoutent, et que donc, Sommes-nous nous-mêmes lorsque nous sommes écoutés? je ne sais pas. Hum. Mais en tout cas, dans cette situation, alors la conversation est possible, parce que justement, on va éviter toutes ces paroles qui ont des conséquences dans la vie, quoi. C'est ça, les paroles du jelly dont je parlais tout à l'heure, les paroles du griot. Le griot, il parle quand il y a un mariage, quand il y a un conflit, quand il y a un mort, des choses très importantes où il annonce à l'univers que des choses sont en train de se transformer dans le village, en fait. Hein. Donc là, c'est une parole qui a une puissance, qui a une application dans le monde. Ça, c'est les paroles publiques. Et ces paroles publiques, vous savez, si je suis un vieux chef, comme ça, ce qui n'est pas mon cas, hein, je suis juste vieux, mais pas chef, mais si je suis un vieux chef, j'ai quelque chose à dire, je ne le dirai pas comme ça, parce que c'est trop dangereux. Et on pourrait dire ça à nos chefs, d'ailleurs. Je fais appeler un jelly, un griot, et je lui glisse la parole que j'ai à dire à l'oreille, et lui, il va la dire dans les formes en public, parce que lui, il sait comment on dit des paroles dans l'espace public. Donc c'est un espace qui est commun, mais qui n'est pas un espace public. C'est ça la conversation. C'est pour ça que ça prend ce tour ici, parce qu'au fond, on la reproduit, en fait, puisqu'il y a bien des gens qui vont tirer des conséquences de ce qu'on dit. Ils sont là, Qui sont en train de converser entre eux, ils sont peut-être, ou in petto. Ils sont invisibles, mais ils sont très présents. Et en même temps, il y a nous qui disons des choses pour rien. Non, oui. On ne Pèse-t-il, dit pas des choses d'ailleurs? pour rien. Moi, je ne crois pas qu'on dise des choses pour rien. Je ne crois pas que ce soit uniquement les Africains qui accordent à la parole cette puissance et ce caractère vital. Quand vous voyez une coordinatrice, parce que c'est souvent des femmes dans les hôpitaux qui conversent avec les familles suite à l'accident de la circulation pour voir les conditions du prélèvement post-mortem et sauver une vie. Il ne s'agit pas simplement de communiquer sur la loi Caillavet de 1976, il s'agit aussi, et la loi le dit, s'efforcer de recueillir auprès des proches de la personne défunte la non-opposition au prélèvement. Cela se fait par une conversation. On communique sur la loi, ça c'est la communication, et après on essaye dans les conditions qui sont très difficiles, dues à la fois
du deuil qui demande du temps et de la brièveté des délais parce que les greffons ne vont pas pouvoir être conservés longtemps, il y a un vrai enjeu de la conversation. Un enjeu vital, et vous voulez dire. Un enjeu vital, et les gens que nous avions auditionnés au comité d'éthique qui font ce travail, notamment Joséphine Cossard qui fait un travail extraordinaire à l'hôpital Cochin, eh bien, on voit bien qu'elle transforme la réalité par la manière qu'elle a de recueillir une parole diverse parce qu'elle s'adresse aux proches. Ça peut être le père, la mère, ils peuvent être divorcés, aux enfants, et tout cela finit par aboutir à quelque chose qui n'est pas conversé pour rien, qui a un enjeu majeur, et même dans les cas de psychiatrique, autre exemple qui va vous parler certainement, monsieur Tobin-Nathan, eh bien, le meilleur des antipsychotiques reste la conversation, remettre la personne dans le flot et le flux de la parole. Vous n'allez pas dire le contraire. Écoutez, oui, je pense qu'il faut peut-être distinguer pouvoir et conséquence. Là, ce que dit Alice, c'est que la parole, dans la conversation, elle expérimente son propre pouvoir, qui n'est pas seulement les conséquences. Parce que quand on cherche des conséquences, effectivement, on négocie, on cherche un résultat. C'est ça qui est, de mon point de vue, la conversation politique. C'est très important. La démocratie, si elle est le pouvoir du peuple, c'est l'expérimentation du pouvoir de la parole. Et dans une cité, s'il n'y a plus de conversation politique au café, si on ne peut pas commenter les au café, sur la place de la République et dans d'autres lieux, des réunions spontanées. Des réunions spontanées, où on peut parler à certains moments, on peut bavarder, etc. Mais on expérimente ce pouvoir de la parole qui nous change, qui fait qu'on est changé, une bonne conversation. C'est une conversation dont on se souvient, on y revient. C'est pas seulement une conversation qui a produit des conséquences, mais qui a un pouvoir vraiment, il me semble, de la parole qu'on expérimente dans la conversation. Alors, on est parti d'une conversation pour rien à une conversation vitale. Je ne sais pas si on fait la démonstration que ça n'a aucune vertu philosophique. Pourquoi on parle de vertu d'ailleurs? Les vertus de la conversation, pourquoi vertu? Pourquoi cette connotation morale? Les vertus de la conversation, c'est indéniable. Peut-être qu'on en donne l'exemple, je ne suis pas sûr. Curative. Une vertu proprement philosophique. Oui. C'est-à-dire, en tout cas, si on pense à la philosophie au sens classique, recherche de la vérité ou des choses comme ça, Non. là, c'est un échange d'opinion, ça n'a strictement rien à voir. Il y a une vertu sociale, il y a des vertus immenses à la conversation, mais je pense qu'il ne faut pas confondre non plus l'exercice social de la conversation qui peut être, je ne suis pas tout à fait d'accord, justement très informel, ça n'a pas besoin de structure. Bien sûr, il y a un art de la conversation, bien sûr qu'il y a eu des rituels de la conversation, mais il y a aussi des pratiques, la plupart du temps, c'est au contraire, c'est ça, c'est une pratique informelle de l'échange verbal. Et c'est pour ça que c'est un défi. Mais il ne faut pas le confondre avec des pratiques, encore une fois. Moi j'avais vu, en y réfléchissant un peu, j'avais vu 3 modèles spécifiques, dont 2 sont encore orientés par une fin, alors que la conversation n'a pas d'autre fin qu'elle-même. La conversation, le dialogue, platonicien, socratique, il a une fin bien déterminée, c'est la recherche de la vérité, alors on y arrive ou on n'y arrive pas. Alors c'est un dialogue ou une conversation? Ouais, et en tout cas, on sait où on arrive, on sait pourquoi on la pratique, on cherche justement des effets, et donc une vertu. Il y a une deuxième pratique qui est celle du débat, qui est plutôt celle du débat, je ne sais pas, sinon politique, du débat parlementaire, c'est une production coopérative de la norme, voire de la vérité par consensus. Donc il y a aussi une fin à cet exercice. Et puis il y a un troisième modèle qui est celui de la conversation, qui peut être un modèle politique très très important, mais qui n'a pas de fin. En fait, c'est la pure sociabilité. Voilà. Et il ne faut pas en attendre non plus. Enfin, là, c'est formidable. Et la conversation amoureuse? On n'a pas parlé. La vraie conversation amoureuse. La vraie conversation qui ressoude, qui peut ressouder. Exactement. Hein? Dans l'intimité, c'est à ce moment-là que, quand on se connaît très bien, comme ces dames, d'amitié, ou dans la relation amoureuse, on peut oublier de se parler à certains moments. Dans l'intimité, on se permet du silence, d'ailleurs. Et survient cette phrase glaçante, il faut qu'on ait une conversation. Et là, tout le monde part en courant, non? Alors que j'ai quelque chose à te dire, nous devons avoir une conversation. Hein? Alors, Hélène Leuillet. C'est mauvais signe? Ou c'est signe de reconsolidation? Il peut y avoir des retrouvailles aussi, parce que le lien... Moi, je pense qu'il y a 3 vertus de la conversation. D'abord, la conversation est thérapeutique. Ça fait du bien. Une bonne conversation, ça fait du bien. Oui. Et ça a des vertus éthiques aussi, parce que justement, c'est pas seulement qu'il y a un art de la conversation,
Mais c'est que la conversation, c'est un pacte. C'est un pacte spécifique. C'est pas le pacte qui consiste à conférer une place à l'autre, justement, tu es mon épouse, etc. Mais c'est un pacte de parole où on se reconnaît de la même condition de parole. C'est-à-dire qu'on a besoin de parler de temps en temps juste pour parler, parce que sinon, on est trop enfermé dans sa solitude, sauf s'il y a vraiment un autre qui nous tient, dans lequel on est intimidé. Enfin, sinon, on se sent un petit peu seul, donc il y a une vertu éthique. Et puis, il y a une vertu politique qui est celle de, justement, à partir du moment où le lien est ressoudé, eh bien, il y a quelque chose là qui fait qu'il y a du collectif. Il y a du collectif qui est possible, et que la conversation, c'est ce qui peut faire le pont entre les cultures. D'ailleurs, on remarque qu'on ne peut pas négocier avec des gens dont on ignore la langue. Il faut avoir un dictionnaire, parce qu'il faut être sûr du sens qu'on donne à tel terme, etc. Il faut avoir une traduction. Il faut une traduction. Mais en revanche, on remarque qu'il peut y avoir des conversations avec très peu de vocables communs, et des vraies conversations, y compris des conversations amoureuses, avec corporelles. Le corps parle. Est-ce que le corps est un acteur de la conversation? Comment on se débrouille dans ces cas-là? C'est un peu mystérieux. Oh, arrêtez de faire la fausse ingénue. Vous faites la fausse ingénue, Hélène Leguet. Non, mais est-ce que le corps est langagier dans la conversation? Il faut se chercher des poux. Mais on sait tous chercher des poux dans la tête, là, un peu, non? Ah oui, c'est vrai, vous êtes très en retrait. Oui. Oui, mais vous sauriez... Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, je me demande... Attends. Non. Je me demande si j'ai quelque chose à te dire, n'introduis pas une discussion. Si il faut que je te parle, n'introduis pas une dispute. Une explication? Et en fait... Une explication. Mais là, moi, je perds de vue la conversation. Oui. Alors, où est-elle? Recentrons-nous. Reconvergeons sur la conversation. Donc, je pense qu'il y a une distinction à faire entre discuter, converser, disputer, dialoguer. Alors ça, peut-être qu'effectivement, on se rapprocherait plus quant à la forme de la conversation, mais peut-être pas quant au fond. Qu'est-ce que c'est que la conversation? Donc là, vous avez souligné plusieurs vertus de la conversation, thérapeutique, éthique, politique. Je ne suis pas sûre qu'on converse sur la place de la République. Moi, je pense qu'on discute sur la place de la République. Je pense que c'est très important. Et on revient en fait à ce rapport entre discuter, discourir, et dont on s'éloigne de la conversation en effet. Alors parler pour rien, ça peut être pris négativement, mais ça peut être aussi pris comme une vertu esthétique. On revient à l'origine de la conversation. Je ne suis pas sûre non plus qu'il n'y ait pas de conversation philosophique. J'en veux pour preuve Conversation chrétienne de Malebranche. Donc je reviens, c'est un philosophe. Pourquoi il intitule Conversation chrétienne ce livre, qui a en effet la forme d'un dialogue? Parce qu'il est bien obligé de prendre dans sa démarche philosophique de philosophe tout un phénomène du temps, l'âge classique, où les gens conversent. C'est-à-dire que cette forme-là, qui apparaît au moment, et enfin Malherbe 20, c'est-à-dire au moment où le français se forme dans son caractère académique, dans sa grammaire, dans sa syntaxe, dans son cliquetis, dans sa beauté de langage que tous les auteurs de l'époque louent, eh bien, des auteurs aux philosophes et aux théologiens eux-mêmes, ils sont obligés de prendre en compte donc cet art de la conversation, c'est-à-dire ce moyen, qui est en fait avant tout, effectivement, d'abord conçu comme un loisir, mais un loisir supérieur. C'est-à-dire que, effectivement, l'apanage d'une certaine classe de la société, on n'appelait pas ça classe à l'époque, mais de ceux qui avaient le temps et qui étaient dégagés des offices et donc qui avaient le temps d'être à la cour. Donc c'est effectivement le produit d'une société oisive, mais qui avait tout ce temps dégagé pour créer quelque chose. Alors, donc c'était l'agrément, le but était la beauté, l'art. Éphémère. Et la préciosité, c'est-à-dire qu'il y a une délicatesse.
Alors bien sûr, une civilité, Ouais. une urbanité, d'ailleurs le mot urbanité Est né à ce moment-là. est né à ce moment-là, Mm. Politesse, Mm. c'est-à-dire une socialité, une manière d'être ensemble, exactement, c'est-à-dire un art de vivre. Donc cette histoire de conversation, de la confiture, c'est-à-dire ce retrait dans le foyer, c'est pas la même chose, mais il y a un vrai rapport en fait. Ça parle d'un art de vivre. Hein. Moi je tiens que nous n'avons pas complètement coupé le fil avec cette société. On n'a absolument pas coupé le fil. Pardon, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. C'est exactement ça, la conversation. Et ça a au fond le but d'instaurer l'amitié. C'est l'amitié, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Non, non. Je ne crois pas qu'il y ait des conversations amoureuses. C'est l'amitié. Et c'est l'amitié à plusieurs. Et cette amitié-là est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est vrai qu'il y a un temps d'oisiveté. Et c'est dans ce temps d'oisiveté qu'on peut instituer l'amitié. Moi, j'ai l'expérience de ça. J'ai une chance inouïe. J'ai dans mon quartier un endroit absolu, à Paris, hein, boulevard Arago, un fripier qui vend des vieux habits, comme celui-ci d'ailleurs. Hein. Et donc, Pas mal. Oui, mais ils vendent des vieux habits de qualité. Mais on va essayer des vieux habits. Et on va là. Moi, j'y vais presque tous les jours. 5 minutes, parfois 10 minutes, parfois 1 heure. Je reste, je m'assois et je trouve toujours des gens avec lesquels on discute. Entamer de rien, une conversation. de rien. On discute, évidemment, on discute de la politique, on fait des blagues, on dit des choses, des machins, etc. Mais ces gens-là, quand je les croise dans la rue, ce sont mes amis. Et c'est ça qui s'est institué à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose et pas rien du tout. C'est totalement rien en tant que contenu, et c'est l'essentiel en tant qu'affection, sentiment, sensation. Mais en tant que contenu, de quoi j'ai discuté avec mes amis chez mon fripier? De rien. Et c'est ça qui était bien. Et ça produit de la volupté sociale. Et ça produit Oui, de la volupté oui. sociale. Volupté. Tu vois, on est, Bien. on est d'accord. Effectivement, dans ces cas, pour une conversation, c'est d'abandonner la position de maîtrise qui nous revient si facilement. Je veux dire, soit qu'on sache, soit qu'on veuille avoir raison, soit qu'on... Alors il faut se laisser aller. Il faut Ouais, s'abandonner. c'est surtout, Il faut se s'abandonner pour recentrer converser. peut-être, Il faut se recentrer un petit peu sur Ouais. soi, sur sa propre position. La politesse de la conversation, c'est de se mettre effectivement un peu d'égal à égal. Ou même d'oublier le moi. C'est-à-dire, Voilà, à cette époque-là, c'est ça. Pas être avec son identité, mais dans une conversation, on amène souvent un peu ses doutes. C'est ça qui distingue peut-être la conversation des autres exercices de dialogue. C'est ce que dit la duchesse à Alice. Ouais. Ne vous imaginez jamais ne pas être autrement que ce qui pourrait sembler aux autres, que ce que vous étiez ou auriez pu être n'était pas autrement que ce qui pourrait avoir semblé être autrement. C'est-à-dire que ce n'est jamais une question d'identité, ce n'est jamais qui êtes-vous dans la conversation, ce n'est jamais expliquez-vous. Donc ce ne serait jamais une affirmation. Ce serait plus une manière ondoyante. Une affirmation ondoyante. En fait, comme disait Toby Nathan, c'est juste prendre acte par la parole que nos vies sont en conversation. Et donc, comme nos vies sont en conversation et que nous sommes des énoncés ambulants, autant essayer de voir cela dans la parole échangée. Ce n'est qu'un effet, la parole échangée n'est qu'un effet du fait que nos vies sont en conversation les unes avec les autres. Non, il fait la moue. Non, moi je vous trouve vachement angélique quand même. Enfin, je le grincheux de service, mais il y a aussi, il y a des tas de vertus, on n'arrête pas d'en parler, c'est formidable, mais les conversations c'est aussi l'entre-soi, ça exclut. L'art de la conversation, c'est aussi l'art de la joute, c'est du mot d'esprit, de la joute, du mot d'esprit. Ce que tu évoquais est magnifique. Cet art, justement, cette esthétique de la conversation peut être socialement extrêmement violente. Les conversations privées, moi je vais faire allusion à des choses que tu connais, mais pas toi Ali, tu ne comprendras pas, hop, t'es exclu, mais t'es quand même dans le cercle, tu parles, mais bon voilà, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La conversation peut être une violence aussi, mais excluante. C'est un rapport de force, c'est de la parole, c'est de la force. Mais c'est plus la dispute que la conversation. Tu
tu fais allusion aux conversations ultra réglées des salons du 18e, par exemple. Tu sais très bien qu'il y a une parole libre, c'est incontestable, c'est un art de vivre, c'est tout ce qu'on voudra aussi, mais précisément du fait qu'il y a des règles et que c'est plus du tout une parole informelle, il y a des contraintes qui s'exercent et il y a des jeux de pouvoir qui s'exercent. Joute oratoire au sein d'une conversation policée. Je suis d'accord avec toi, Vincent, mais entre philosophes, on sait très bien comme ça, on va boire un café avec un collègue et d'un coup, on se retrouve à passer à nouveau l'agrégation parce qu'il faut qu'on vérifie, l'autre nous évalue, veut vérifier si on a lu tel truc, etc. Mais là, on sort quand même de 2 jours de colloque, on a eu autre chose. Non, mais, justement, on peut laisser, là, je crois que ces 2 jours sont vraiment la preuve qu'on peut laisser de côté l'esprit d'évaluation. On est entre collègues. Moi, je n'ai pas eu l'impression une seule fois de repasser l'agrégation, alors que ça m'arrive tellement souvent avec des collègues. Voilà. Tellement souvent. Et est-ce que tu as lu ceci? Qu'est-ce que tu penses? Il faut improviser, etc. Là, on a pensé, on a parlé, on a dit, je crois. Vous avez fait l'amitié pendant 2 jours. On a entendu des choses intéressantes. Il y a eu un esprit d'amitié, il y a eu une respiration mentale. Et voilà, on a fait de la philosophie autrement que dans ce jeu de pouvoir et de prestance et d'évaluation permanent auquel nous sommes habitués. On a pris en compte beaucoup la notion d'adresse dans la conversation. On a toujours pris, moi je repense aux exposés d'hier, celui de Mazarine par exemple, l'adresse était très très importante, comment la parole est adressée, parce que la parole est toujours moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute, comme dit Montaigne, et quand on a perdu cette réciprocité magnétique ou cette volupté sociale, eh bien se perd la conversation. Vincent, je crois que c'est ça le problème, c'est que quand il y a une forme d'inertie dans la parole, une forme de violence, la conversation s'arrête. Mais quand on arrive à restituer une forme d'aimantation entre les individus par la parole, eh bien la conversation fait cette civilité, cette amitié, et ce n'est pas parce qu'on a un parler, ce n'est pas parce qu'on vise la civilité qu'on n'aura pas un parler prompt et vif qui déstabilise, mais c'est toujours au profit de l'exercice du jugement et jamais au profit de chercher à avoir raison contre l'autre. Moi, je veux répondre à Vincent. Ah ben oui. Il s'appelle Vincent. Oui, il s'appelle Vincent depuis le temps. Non, mais il fait exprès. Il fait exprès. Oui. Je veux répondre à Vincent parce que j'ai l'impression que lui, mais pas seulement lui, mais c'est sa remarque. Ah, c'est lui, ça se focalise sur lui, là. Oui. Sa remarque vigoureuse de tout Il faut à un l'heure. bouc émissaire dans une conversation. Oui. Sa remarque vigoureuse de tout à l'heure fait que c'est à lui que je vais répondre, mais j'ai l'impression qu'il confond conversation et parole. Parler ensemble, c'est pas toujours de la conversation. Et cette parole dont il parle, qui est une parole de violence, c'est l'autre extrême de la conversation. Et ça, on peut appeler ça des séances de sorcellerie, en fait. Hein. Oui, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi j'ai beaucoup pratiqué la sorcellerie. Ah. Oui, parce que j'étais prof d'université jusqu'à ma retraite, et que régulièrement, j'imagine qu'il y en a certains parmi vous, et puis beaucoup dans la salle, et évidemment, un des exercices des professeurs d'université, c'est le recrutement des jeunes collègues, et donc il y a des commissions, et on fait partie. On est d'accord. Ah bah voilà, elle a très bien compris. Ah oui, mais attends, expliquez aux Béotiens. Alors, on se retrouve ensemble entre collègues pour parler d'un autre collègue qu'on va élire, mais on va exclure toute une série d'autres candidats sur lesquels on va dire des horreurs, et ça, dire des horreurs sur des gens pour les exclure, ça c'est de la sorcellerie. Ça peut être un bon sujet de conversation. Mais bien sûr, parce que les gens en tombent malades, il y en a qui en meurent, hein, de ne pas avoir obtenu le poste, etc. Ça, c'est le contraire de la Donc c'est le contraire de l'effet vital et curatif de la conversation évoquée tout à l'heure. La conversation qui institue l'amitié, et à l'autre extrême, il y a une discussion ensemble pour détruire quelqu'un, et ça, on sait faire aussi. Mais c'est pas de la conversation. C'est pas de la conversation. On est d'accord. Bah alors, c'en est ou c'en est pas? Voilà. Et à ce moment-là, c'est un exercice de sorcellerie qui est un exercice agréable aussi. Ah. Mais bien sûr. Ah. Évidemment. Autocritique. Pas pour celui qui le subit, bien entendu, mais pour celui qui le pratique. Et comme toutes les sorcelleries, ça se pratique en groupe. C'est-à-dire une commission, et il y a une quinzaine de On personnes. est un peu une commission, là. Ben voilà. Mais une commission bienveillante, et alors. vous voulez qu'on dise du mal de qui, par exemple?
Hein? Ou alors, on pourrait dire, puisque vous dites que ça n'est pas de la conversation, ou alors on pourrait dire qu'il y a des conversations mauvaises, des conversations utiles, et puis des conversations inutiles, et des conversations agréables. Puis il y a des conversations ratées, ennuyeuses. Non, mais je pense que quand il y a des formes d'exclusion, il n'y a plus de conversation. Je pense à un très beau passage de Flaubert dans Un cœur simple, où Madame Aubin n'a pas reçu de nouvelles de sa fille qui est dans un couvent aux Capucines pendant 4 jours, et elle devait recevoir tous les 2 jours, et puis là, elle arpente, c'est quand même incroyable, j'ai pas reçu de nouvelles depuis 4 jours, et sa servante, Félicité, dit « Moi, madame, cela fait 6 mois que je n'en ai reçu. » Elle dit « Mais de qui donc ?»« Mais de mon neveu. »« Ah, votre neveu !» Et, haussant les épaules, donc le narrateur dit « Un gueux, un mousse, belle affaire, tandis que ma fille, songez donc. » Eh bien voilà, pas de conversation. Pourquoi? Parce que inégalité des situations, Madame Aubin ne veut pas reconnaître qu'il y a un partage d'affection, que cette servante a la capacité de sentir et que son neveu lui manque pendant 6 mois, comme à Madame Aubin, sa fille, pendant 4 jours, et que là, c'est quelque chose qu'on peut mettre en réciprocité magnétique, et la réciprocité magnétique tombe, et puis, songez donc, un gueux, un mousse, ma fille, belle affaire. Ça, c'est pas une conversation. Eh ben non. Mais je reviens à l'exemple pris des 2 collègues qui dégomment un autre. Pourquoi 2 seulement? Plus? Pourquoi 2? Un conclave, un troupeau, une escadrille. En fait, je ne suis pas sûre qu'on ne puisse pas qualifier ça de conversation, juste pour revenir effectivement à ce jeu de... Parce que Pour moi, pour répondre, oui, je comprends très bien qu'on ait à cœur de défendre la bienveillance de la conversation, mais je vais répondre par Pascal à Flaubert. Pascal dit on se forme l'esprit, parce qu'il s'agit d'esprit dans la conversation, oui. C'est évident. Oui. On se forme l'esprit comme le sentiment par la conversation. Oui, il le prend de Montaigne. Attendez. Il le prend de Montaigne. On ne s'interrompt pas. On peut tout dans une conversation. Parce que justement, c'est les 2 choses que Pascal dit. Et on se gâte l'esprit comme le sentiment par la conversation. Allez sortir de ce cercle. C'est bien le problème de la conversation. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de conversations. Oui, mais en même temps... Je ne veux pas complètement annuler et rendre le problème inextricable, mais je pense que ce que Toby et Ali peut-être essayaient de cerner, c'était l'échec conversationnel. Et si on laisse tomber la maîtrise dans la conversation, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans la conversation. C'est l'exemple que tu donnais, je pense que l'exemple que donnait aussi Toby tout à l'heure, c'est que ce qu'on dit, ça dépend toujours de ceux qui nous entendent. On ne peut pas dire quelque chose si quelqu'un n'entend pas. L'exemple de surdité que tu donnais, à l'instant quand quelqu'un est sourd, on ne dit plus rien, ou alors on dit mal, ou on dit n'importe quoi, enfin bon. Mais on dit n'importe quoi pas au sens de la gratuité dont nous parlions tout à l'heure, de la conversation. C'est-à-dire la conversation devient ennuyeuse, elle tombe à plat. Et ça, on ne maîtrise pas. La façon dont les autres vont nous entendre, vont nous écouter, ça, on ne maîtrise pas du tout. Et c'est ça la conversation, c'est toujours un pari. Voilà. Mes amis. Donc l'échec, il est inscrit dans la conversation. Le risque de l'échec, il est inscrit dans la conversation. Ainsi que le goût douteux Pour allez, osez, dites-le. Dénigrer. Ah oui, la sorcellerie. Dites-moi, comment est-ce qu'on sait comment sait-on qu'une conversation, une bonne conversation est terminée? Non, mais comment le sait-on Le temps a passé. Non, pas seulement. Il faut se mettre à dire des choses indifférentes. Non, je ne sais. Je pose une question candide. Vous voyez le mal partout, Vincent. Non, comment sait-on qu'une bonne conversation est terminée? Est-ce qu'il faut rester sur sa fin? Comment est-ce qu'on sait que c'est terminé? Non. Non. Non, au contraire, à la fin d'une bonne conversation, on sort et on dit on a bien passé le temps. On a bien passé le temps. C'est pas qu'on a dit quelque chose, c'est on a bien passé le temps. Oui. C'était un moment agréable. Oui. On a passé ensemble un moment agréable. On n'a pas dit quelque chose de particulier. Mais... Non, ne le relancez pas. Non, je suis complètement d'accord. Nous sommes faits pour le dire et pour le sentir. Et puis voilà, la conversation nous ramène à l'idée que nous sommes faits pour le dire et pour le sentir.
Nous sommes des êtres de sentiment et des êtres de parole, et la conversation conforte l'idée que nous sommes faits pour le dire et le sentir. Je suis tout à fait d'accord. Et Pascal, bon ben, quand même, son jansénisme ne peut que mener au fait qu'effectivement, si on est trop à se sentir dans la volupté sociale par la conversation, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Eh bien, est-ce le mot de la fin? Est-ce votre mot de la fin pour cette conversation? Tout le reste n'est que silence? Ou sourire? Ou on continue? Oui, mais alors tous ensemble, avec les philosophes, avec les amoureux des philosophes, avec les amoureux de la philosophie, avec ceux qui sont venus écouter, ceux qui ont envie de converser. Donc on va passer à la remise des prix du 2e colloque des rencontres de Monaco. Il va y avoir un film, nous allons nous éclipser, nous irons poursuivre notre conversation entre sorcellerie et volupté et bienveillance, et puis on se retrouve juste après pour la remise des prix. Voilà.